Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine et nous allons revenir sur un sujet que nous traitons souvent dans l'émission, la performance des fonds euros au sein de vos contrats d'assurance vie. Mais nous allons faire un focus plus spécifique sur la performance des fonds euros proposés par les associations d'épargnants. Des associations d'épargnants qui semblent peiner un petit peu à délivrer des rendements compétitifs par rapport à d'autres assureurs de la place. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Kehlin. Tout d'abord, bonjour Stéphane de Kehlin. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur d'Advisor Link. On va échanger un petit peu avec vous sur les raisons et sur les explications que l'on peut entrevoir ou tenter de comprendre effectivement sur ce phénomène. Mais nous allons également en parler avec Cyril Chartier-Cassler. Bonjour Cyril Chartier-Cassler. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Good Value for Money. Et on va commencer avec vous puisque vous avez sous les yeux un petit peu tous les taux pratiqués par les associations d'épargnants. Et quand on regarde par exemple le taux de l'affaire en 2023, alors sur un contrat multi-support, on est à 2,22%. Si je regarde l'AJP, on est à 2,45%, où je m'étais noté également Guépard, 2,30%. C'est en dessous de ce qu'on peut voir au sein d'assureurs plus classiques, au sein de grandes compagnies d'assurance qui ont réussi à bonifier en fin d'année leur taux sur les fonds euros. Comment on explique cette différence, Cyril Chartier-Cassler ? Alors, cette différence s'explique par tout un ensemble de facteurs. Premier facteur, c'est qu'on voit clairement que les banques assureurs ont largué beaucoup de provisions pour participation aux bénéfices afin d'augmenter les taux servis à nouveau de manière très forte en 2024. D'accord. Et on voit également chez les banques assureurs de grosses campagnes aujourd'hui pour capter de la collecte sur les fonds en euros. Voilà, d'un point de vue des réseaux commerciaux, on voit que c'est très fort. Bon. Donc en gros, ils sont allés chercher dans les réserves pour délivrer des rendements supérieurs et effectivement rester attractifs sur les fonds euros, ce que les associations d'épargnants ne peuvent pas faire du coup ? Alors les associations d'épargnants, selon les cas, pouvaient faire ou pas. Si on regarde l'exemple de l'affaire avait pour politique de ne pas constituer de provision pour participation aux bénéfices. Et en plus, l'affaire est en situation de collecte nette négative sur le fonds en euros depuis des années et des années. D'accord. L'affaire, c'est l'association d'épargnants qui devient assez vieille maintenant, avec moins de collecte, et donc problématique de réussir à diluer le rendement du fonds en euros à la hausse avec l'acquisition de nouvelles obligations. Voilà. Sur les autres associations, qu'est-ce que l'on peut voir ? Du côté d'AJP, là, c'est clairement le souhait d'AXA d'orienter tous ses réseaux vers l'eurocroissance, parce que l'eurocroissance est beaucoup moins coûteux en marge de solvabilité avec solvabilité 2. Ça peut paraître technique à l'auditeur, mais c'est fondamental comme sous-jacent pour expliquer la stratégie des opérateurs. D'accord. Voilà. Le fonds en euros coûte cher en marge de solvabilité, et l'enjeu d'AXA, c'est de faire monter le cours de bourse. D'accord. Voilà. Bon, néanmoins, AJP a servi à un bon taux à 2,45 sur son fonds en euros classique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les échanges entre assureurs et associations d'épargnants, enfin les associations d'épargnants finalement, sont obligées de s'adapter à une politique commerciale d'assureurs et globalement sont obligés d'adapter leur taux aussi en fonction, ou en tout cas leur stratégie de taux ? Exactement. Ouais. L'association, en fait, elle dépend énormément de ses assureurs partenaires. L'assureur partenaire, par rapport à ce qu'il était il y a 50 ans, aujourd'hui a une vision assez différente. D'accord. Et soit l'association réussit à avoir plusieurs assureurs partenaires avec des enjeux financiers différents, soit l'association qui va avoir derrière un actionnaire capitaliste comme AXA, comme Allianz, qui a une forte volonté d'augmentation du cours de bourse. Là, il n'y a pas le choix, il faut suivre les directives de l'assureur partenaire. Ça, donc, vous nous décrivez deux phénomènes finalement, et on va continuer avec vous, Stéphane Kehlin. Donc, l'affaire ou également l'AJP, Guépard, je crois que c'est à peu près la même situation. Guépard derrière, c'est Allianz. Allianz, donc situation d'extrême pression sur le fonds d'euros. Et Allianz, là aussi, pour optimiser la solvabilité par solvabilité 2, est parti sur des fonds à garantie de fidélité. D'accord. C'est pour ça qu'on a Guépard Fidelissimo. Dernière association, c'est ASAC-FAPES, qui est une très belle association qui, je trouve, est très fidèle à la promesse associative. Et ce qui est dommage, c'est qu'ASAC-FAPES a fermé son ancien contrat épargne retraite de plus pour aller vers des contrats qui sont très bons, construits avec Sperica, mais je dirais qu'ils sont du MeToo, c'est-à-dire des contrats équivalents à ce que peut faire Sperica par ailleurs. D'accord. Et je dirais ASAC-FAPES a perdu un petit peu de son âme C'est dommage qu'ASAC-FAPES n'ait pas conçu un nouveau contrat habitué à de nouvelles donnes financières et qui permettent de rester associatif tout en ayant quelque chose de différent. Vous voyez, c'est ça que je trouve un peu dommage dans ce qu'ils ont fait avec Sperica, mais qui sont des très bons contrats.
Stéphane Quélin, qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière effectivement de ce que nous explique Cyril Chartier-Cassler? On aurait eu la discussion en 2019 ou en 2020, on se serait demandé quelle était la performance sur les fonds euros, on aurait regardé les taux d'associations d'épargnants qui faisaient référence et qui potentiellement, effectivement, si l'affaire ne faisait pas de provision sur bénéfice, pouvaient être supérieurs à ce qu'on pouvait trouver chez d'autres assureurs. Mais dans un contexte de taux qui change, c'est un grand chamboulement finalement sur la manière d'aborder le monde de l'assurance vie et des fonds en euros. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est presque philosophique. Les associations ont une politique depuis toujours qui est de faire peu de provisions et de distribuer le maximum en termes de performance à leurs clients. C'est vraiment philosophique. Et du coup, là, ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée puisque n'ayant pas fait de réserve, par rapport aux assureurs traditionnels, ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour doper la performance de leurs fonds euros. Moi, je peux vous donner un chiffre. La moyenne des provisions pour bénéfices sur le métier de l'assurance en général, c'est à peu près 5,5% des encours de l'assurance. C'est là-dedans que les assureurs vont taper pour booster la performance du fonds en euros. D'accord. Chez Affaires, il n'est que de 0,54. Donc vous voyez, il y a un énorme décalage de 1 à 10 entre ce que peuvent faire les assureurs et ce que peut faire une association finalement d'épargnants. Donc c'est vraiment une différence importante. Maintenant, il y a également un mouvement de marché qui est très, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est très important sur le marché de l'assurance. C'est que comme les assureurs ont besoin de collecter pour attirer des flux nets positifs, pour acheter du papier, des obligations sur des niveaux supérieurs. Pour s'assurer d'un rendement des fonds euros plus important dans les prochaines années, ou au moins équivalent à ce qu'on pourrait vouloir aujourd'hui. Exactement. Et donc du coup, ils pratiquent des opérations commerciales très importantes, où ils mettent en place ce qu'on appelle des bonus. D'accord. Par exemple, vous avez des assureurs qui, pendant les 2 prochaines années, c'est-à-dire 2024-2025, vous annoncent qu'ils vont rajouter 2% ou 1,50% en plus de la performance du fonds en euros. Mais alors, ça amène quand même à une question, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant des années, les taux des associations d'épargnants faisaient foi, puisque elles distribuaient plus que les assureurs dans un contexte de taux bas. Aujourd'hui, si c'est les assureurs qui ont la possibilité de bonifier le taux pour collecter, pour acheter du papier, pour s'assurer d'avoir du rendement plus élevé dans les prochaines années, est-ce que ça change la donne un petit peu des acteurs de marché, Stéphane Quélin et ensuite Cyril Chartier-Cassler? Très clairement, ça change la donne. Maintenant, il faut regarder sur le temps long, c'est ce que vont vous dire les associations. Finalement, vous regardez la performance sur 5-10 ans, notre performance, elle reste en moyenne supérieure aux autres. Maintenant, c'est ce qui est passé. Demain, ça va être plus compliqué. Donc, effectivement, c'est un sujet. Je pense qu'il y a des clients qui font les arbitrages aujourd'hui, c'est-à-dire entre un contrat qui rapporte... Toutes les associations ont servi des taux l'année dernière qui étaient en dessous de la moyenne. Bien sûr. La moyenne du marché, c'était 2,65, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, ils sont tous en dessous. Et donc, d'un point de vue commercial, c'est difficile de se positionner par rapport, notamment, des opérations commerciales avec les taux boostés que proposent les assureurs traditionnels. Cyril Chartier-Cassler, effectivement, ces taux boostés en 2024 et qui en plus sont assez commentés, assez médiatisés, est-ce que ça va... rendre les choses encore plus compliquées pour les associations d'épargnants? Je pense que les associations ont vécu pendant une cinquantaine d'années sur une image, une perception de taux servis élevés sur le fonds d'euros. Et aujourd'hui, elles ont une histoire à réécrire. Et cette histoire, ce qu'on voit clairement, je vois un petit peu ce que peut faire François Pierson chez AJP, qui est président d'AJP. Il oriente beaucoup AJP au cours des problématiques sociétales. L'association doit avoir un rôle, il s'occupe beaucoup de la défense des femmes notamment, des problématiques médicales. Et je trouve ça important. Les associations aujourd'hui, je pense que l'histoire du fonds euro, elle est terminée. D'accord. Cette page maintenant, il faut la fermer, parce qu'avec la remontée des taux, c'est compliqué. Il y a une autre histoire à écrire. Et je pense que chaque association doit prendre sa plume et écrire son histoire par rapport à ce qu'elle est. Mais ce sera plus celle du fonds d'euro, je pense. Donc plus en lien avec de l'investissement de conviction, si je comprends ce que vous nous dites. Ou investissement de conviction, ou alors engagements sociétaux. Voilà. Moi, je suis associatif. Je peux faire un petit peu ce que je veux, entre guillemets, des réserves que je peux avoir. Je décide de m'engager de manière un peu militante sur tel ou tel thème. Comme peut le faire une mutuelle comme la Maïf dans son univers, vous voyez. Chaque fois, je suis dans l'économie sociale. Bien sûr. Donc, je joue un rôle dans cet univers-là. Stéphane Quélin, l'histoire des associations d'épargnants, c'est plus une histoire de fonds euros. Vous partagez ce que nous dit Cyril Chartier-Cassler? Oui, en grande partie. Il faut bien comprendre, moi je parle de l'ADN des associations. L'ADN des associations, c'est la protection de leurs associés.
donc des épargnants. C'est vraiment dans leur discours toujours. Hein, on protège et on sert tout le monde pareil. Donc du coup, ça les a empêchés de faire de grosses réserves, puisqu'ils distribuent un maximum de performances. Et d'autre part, ils n'ont pas fait comme beaucoup d'assureurs ou de banques des fonds cantonnés. Quand vous faites un fonds cantonné, vous allez chercher de l'argent, mais qui n'est pas mélangé avec les actifs historiques. Donc vous allez chercher du papier nouveau et donc vous avez les performances supérieures. Bien sûr. Ça, ils s'y refusent également au niveau des associations. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas dépouiller Pierre pour habiller Jacques. D'accord, oui, je comprends. Voilà, ouais. c'est ça. Si vous achetez du papier mais que vous le cantonnez dans un fonds à part, c'est les autres qui ne vont pas en bénéficier. Oui, bien sûr. Et moi, je vous citerai, parce que c'est très révélateur, et en plus, j'aime beaucoup le monsieur, mais c'est donc le président de l'affaire qui disait qu'on ne donne pas ce qu'on veut pour briller, on donne ce qu'on peut pour assurer dans le temps la sécurité de notre épargne. C'est vraiment l'ADN des associations. Et alors justement, ça amène à la Kerman. Bien sûr, mais alors justement, ça amène une question presque philosophique. Quand on voit effectivement cette stratégie qui a été celle des associations d'épargnants sur toutes les dernières années, qui a été assez bénéfique justement pour les épargnants, avec cette idée de les protéger, de leur servir tout ce qu'on pouvait leur servir, entre guillemets, est-ce que se dire que ce contexte de taux plus élevé, qui est celui qu'on connaît actuellement, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, n'amène pas une certaine injustice finalement vis-à-vis de ces associations d'épargnants ? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, peut-être Cyril Chartier-Castler pour commencer. Non, moi je ne parlerai pas de phénomène d'injustice. Je pense que c'est une nouvelle page à écrire, et notamment dans l'univers de la prévoyance. Voilà. On va regarder une association comme Guépard, elle est monoproduit aujourd'hui sur de l'épargne, mais à côté il y a beaucoup de besoins de protection, la prévoyance pour les indépendants, la protection de la famille qui bouge. Je pense qu'il y a plein d'univers à explorer qui sont des champs nouveaux pour les associations. Donc pour moi la page associative, elle n'est pas fermée, elle doit juste maintenant se réécrire différemment. Stéphane Keller, en conclusion. Entièrement d'accord. Il faut changer le logiciel, je pense. Il faut changer le logiciel des associations d'épargnants. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Stéphane Keller, cofondateur d'Advisor Link, et Cyril Chartier-Castler, fondateur de Good Value for Money. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.